Bonjour à tous, capsule juridique numéro 145 du 9 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et de la Suisse. Alors je voulais vous faire une capsule un peu plus rapide que d'habitude, mais une nouvelle très intéressante m'a été transmise hier soir, qui demande, elle, un peu plus de temps pour une explication claire, et donc au lieu d'être plus courte que d'habitude, eh bien je vais vous la faire un peu plus longue, je crois. Mais c'est important pour bien comprendre et pour ne pas vous permettre de tirer des conclusions hâtives. Alors, et toutes mes excuses aussi, je suis partie sans mon micro habituel, donc j'espère que le son sera correct, mais j'ai pas le temps de peaufiner ensuite, donc on va faire pour le mieux. Alors, vous vous souvenez, alors pour la France, donc, vous vous souvenez de ces procédures qui ont été introduites par Brigitte Macron contre une journaliste et une médium youtubeuse. Alors, je rentre pas dans les détails de cette affaire, en tout cas pour ce qui a été dit lors de cette fameuse vidéo YouTube de fin 2021. Vous savez comment je fonctionne, j'attends toujours d'avoir des décisions qui ont été rendues et que je puisse commenter sans avoir besoin de rentrer dans une polémique sur laquelle je n'ai pas à me prononcer. Par contre, je peux donc vous parler de cette procédure-ci au stade où nous en sommes. Alors pour bien comprendre, il faut savoir qu'en fait il y a 3 procédures distinctes qui ont été lancées par, on va dire, le clan Trogneux-Macron-Osière contre la journaliste Natacha Ray et la médium Amandine Roy. La première procédure est une procédure au pénal, donc une plainte avec constitution de partie civile, pour des faits de diffamation concernant des allégations de falsification d'actes d'état civil de Brigitte Macron, ainsi que du jugement de divorce de Brigitte Macron, ainsi que les allégations concernant les possibles accusations de pédophilie, découlant implicitement ou explicitement des propos qui avaient été tenus lors de cette fameuse vidéo. En d'autres termes, il s'agissait pour les 2 personnes pendant la vidéo de rappeler qu'au moment de leur rencontre, Brigitte Trogneux était non seulement le professeur d'Emmanuel Macron, mais surtout beaucoup plus âgé que lui, puisque lui avait, selon les calculs et selon les versions qui étaient données, entre 14 et 17 ans. Je crois que les versions ont varié au fil du temps, je vous avoue que j'ai absolument pas les détails en tête. Bref, cette procédure-là est pénale et elle est en cours à Paris. C'est pas d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui. Une seconde procédure qui est à Paris également, et c'est celle-là dont je vais vous parler dans un instant. Et enfin, une troisième procédure qui se passe à Lisieux cette fois-ci, qui en est au stade de l'appel et qui est pénale également, et je vous en parlerai en temps utile s'il est possible pour Maître Marian de me transmettre des infos lorsqu'elles seront disponibles. Je ne vais pas plus loin aujourd'hui sur cette procédure-là. Donc on en vient à la procédure dans laquelle une décision vient d'être rendue, c'est donc la deuxième des 3. Pour rappel, il s'agit donc d'une procédure dans laquelle Brigitte Macron lançait une action civile reprochant à la journaliste Natacha Ray et à la médium Amandine Roy d'avoir porté atteinte à la vie privée, à sa vie privée, à son droit à l'image, et d'avoir exercé sur elle et sur les autres demandeurs, je cite, une surveillance fautive, ce qui constituait, selon eux, en fait ils sont plusieurs, des atteintes aux articles 9 du Code civil, c'est le droit au respect de la vie privée, 1240 du Code civil, c'est le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre également le respect au droit de la vie privée. Tous les demandeurs demandaient au tribunal des dommages et intérêts de plusieurs milliers d'euros pour les différentes atteintes qu'ils invoquaient dans des proportions variables selon les demandeurs, peu importe le détail des montants. La procédure était introduite au nom de plusieurs personnes, donc Brigitte Macron, ou Brigitte Trogneux, nom de jeune fille, Jean-Michel Trogneux, son fameux frère fantomatique dont la journaliste soutenait qu'elle ne parvenait plus à le localiser et demandait qu'il se manifeste pour lever les doutes et les questionnements, et les 3 enfants de Brigitte Macron, Sébastien, Laurent et Tiphaine Osière. Laurence, je crois que c'est Laurence. Sébastien, Laurence et Tiphaine Osière. Alors, les éléments précis qui n'avaient pas plu aux demandeurs étaient les infos délivrées dans une vidéo concernant différents points. Donc tout d'abord, l'existence, selon les 2 parties poursuivies, d'interventions chirurgicales qu'aurait subi Brigitte Trogneux au point de remettre en cause sa naissance et son existence même et d'affirmer qu'elle et son frère ne feraient qu'une seule et même personne, et différents éléments de la vie privée de son frère, Jean-Michel Trogneux, et des enfants de Brigitte Trogneux-Macron. Alors ça c'est pour les atteintes invoquées au droit au respect de la vie privée. Et ça s'accompagnait donc de reproches quant au droit à l'image, enfin une atteinte potentielle au droit à l'image, puisque tous les propos tenus lors de la fameuse vidéo fin 2021 étaient illustrés de photographies, certaines ayant été agrandies et ou colorisées. Alors ceci aggravait selon eux l'atteinte dont ils étaient victimes. L'affaire en était au stade de la mise en état, c'est-à-dire pour rappel que dans une procédure civile,
entre le moment où l'assignation est lancée et le moment où la plaidoirie a lieu, il y a un échange de conclusions, et cet échange de conclusions est surveillé, si vous voulez, chapeauté par un magistrat qui s'appelle le juge de la mise en état, et qui va surveiller si telle partie a bien conclu dans le délai qui lui a été donné, telle autre a bien répondu dans le délai qui lui a été donné, etc. Et c'est également devant ce juge de la mise en état que doivent être plaidés et tranchés les éventuels arguments de procédure, par exemple, sur la compétence du tribunal, le cas échéant, ou sur la validité d'une assignation. Et précisément, la journaliste et sa comparse, qui sont toutes deux assistées de maître Maud Marian, demandaient à ce juge de la mise en état plusieurs choses. Tout d'abord, elle demandait de suspendre la procédure dans l'attente de la décision rendue au pénal, donc dans la première affaire qui est soumise aux tribunaux à Paris, là où il y a une plainte pénale avec constitution de partie civile. Cette procédure-là est donc en attente, et il y a un adage, enfin un principe en droit qui dit que le pénal tient le civil en état, c'est-à-dire qu'on doit attendre la décision du juge pénal avant d'avancer au civil. Ça, c'est une chose. Cette plainte-là pour diffamation avait été déposée le 31 janvier 2022, donc il y a un peu plus d'un an à ce stade-ci. Elle demandait également, et c'est le point le plus important, d'annuler l'assignation, donc dans la seconde procédure dont je vous parle, qui avait initié cette procédure civile, qui avait été lancée le 15 février 2022, sauf erreur, et ce faisant de condamner les différents demandeurs à payer une somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Alors pour rappel, l'article 700, c'est un article qui permet au juge d'allouer à une partie qui gagne une procédure un montant qui s'ajoute à ses autres demandes afin de compenser en partie ses frais de justice. Le motif de cette annulation qui était demandée est bien connu des avocats qui pratiquent le droit de la presse. Son fondement se trouve dans l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse, et je vous l'explique. Alors pour faire simple, parce que la matière est un peu technique, lorsqu'une action de ce type est lancée, et selon ce qui est précisément visé comme atteinte, il faut soit saisir le juge dans un délai de 3 mois maximum à compter des faits sur base de la loi sur la liberté de la presse, en respectant un formalisme très particulier, qui est prévu précisément par cet article 53 de la loi de 1881, et ce sera le cas chaque fois que les faits reprochés constituent, selon la partie qui les soumet au juge, une atteinte à la réputation des personnes. Soit se fonder sur le Code civil et la Convention européenne des droits de l'homme, en évoquant essentiellement l'atteinte à la vie privée et par extension le droit à l'image, et le formalisme dans ce cas-là est bien moins rigoureux et les délais pour agir sont plus longs. Ce que plaidaient la journaliste et la médium, c'est que la vraie finalité de l'action était en fait de faire censurer une prétendue atteinte à la réputation, de telle sorte que l'assignation aurait dû être basée non pas justement sur le Code civil, les dispositions que je vous ai citées plus haut, mais sur la loi de 1881, et en outre que le clan Trogneux-Osière, pour faire simple, aurait dû respecter ces fameux formalismes particuliers, ce qui n'avait pas été fait. Et dès lors, cette erreur rendait l'assignation totalement nulle. Autrement formulé, la journaliste et la médium estimaient que cette multiplication des procédures, donc l'une en diffamation au pénal, l'autre au civil, et puis en fait une troisième procédure après à Lisieux, était purement artificielle et que l'ensemble relevait de la loi sur la liberté de la presse. Enfin, troisième type d'argument de maître Marian devant le juge de la mise en état, au cas où cette argumentation n'était pas accueillie sur la nullité de la procédure, maître Marian avançait déjà ses pions pour la suite en rappelant les principes de la liberté d'expression et de la liberté d'informer dans l'intérêt général et en soulignant que le sujet relevait du droit du public à être totalement informé sur les personnes clés du pouvoir politique. Même si ces arguments-là n'étaient pas tellement destinés au juge de la mise en état, mais au juge du fond, qui était chargé ensuite de statuer si, et je dis bien si, la procédure avait pu progresser. Le clan Trogneux-Osière, en face, soutenait que l'argumentation de maître Marian sur la nullité de la citation était tardive, et je ne rentre pas dans les détails de ces arguments-là. Alors maintenant que je vous ai expliqué ça, en espérant avoir été clair, j'en viens à la décision rendue par le juge de la mise en état. Je vais vous lire 2 paragraphes. Le premier, je cite. En l'espèce, il convient de déterminer si l'assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d'atteinte à la vie privée et ou au droit à l'image, ou si elle tend à voir réparer, en réalité,
un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers un particulier, prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. Fin de citation. Cette loi de 1881, c'est donc la loi sur la liberté de la presse, sur laquelle se basent toutes les actions en diffamation, injures, etc. Donc le juge, juste après avoir juste après ce paragraphe-là, rappelle quelques éléments qui découlent de la très longue vidéo qui était au cœur du litige, afin de déterminer justement sur quel terrain précisément il fallait se placer. Je ne rentre pas dans les détails à ce niveau-là, il reprend les reproches des uns et des autres à l'encontre de cette vidéo, et j'en viens ensuite à la conclusion du juge. Je cite. L'analyse de l'acte introductif d'instance, ainsi détaillé, permet de considérer que sous couvert d'invoquer une atteinte au respect dû à leur vie privée, les demandeurs critiquent en réalité les attaques dont chacun ferait l'objet sur la base d'informations fantaisistes tirées de supposées manipulations, notamment physiques, ayant conduit à ce que Jean-Michel Trogneux, né homme, se transforme en Brigitte Trogneux, devenant ainsi une femme qui ne serait non pas la mère mais le père des enfants Sébastien, Laurence et Tiphaine, dont la mère serait planquée quelque part, ce afin de nuire à leur honneur et leur considération au moyen de la diffusion d'allégations farfelues sur leur identité. Les détails sur lesquels reposent ces allégations ne sont pas divisibles de l'atteinte ainsi déplorée par les demandeurs. Il s'agit ici d'une action tendant à voir reconnaître la faute commise par les défendeurs, donc la journaliste et la médium, du fait de la diffusion de propos dont la démonstration est soutenue par la présentation de clichés, les demandeurs divulguant de fausses informations sur les éléments d'identité et de personnalité des demandeurs, venant le cas échéant remettre en cause leur probité et leur sincérité. Fin de citation pour l'instant, je précise que quand le juge parle ici de fausses informations, en réalité il ne se prononce pas sur le fond de l'affaire pour savoir si oui ou non c'est vrai. Il reprend les arguments sur base desquels le clan Osières-Trogneux demande la condamnation des deux parties. D'accord ? Le clan Osières-Trogneux estime que les informations sont fausses et que dès lors l'ensemble a pour but, et ou en tout cas pour conséquence, de remettre en cause leur probité et leur sincérité. Je reprends la citation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'action introduite devant le présent tribunal par les consorts Trogneux-Osières relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et précisément de l'article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique. Il convient ainsi de requalifier leur action sur le fondement de cet article et de considérer qu'elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l'article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification au ministère public. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres arguments. Fin de citation. En d'autres termes, le juge considère que les réelles demandes formulées par le clan Trogneux-Osières concernent bien une atteinte à la réputation, donc une diffamation, que donc il aurait fallu se baser non pas sur le Code civil, mais bien sur la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Dès lors, il aurait fallu aussi respecter le formalisme particulier qui consiste en fait à notifier au ministère public une copie de l'assignation qui est introduite contre les adversaires, ici la journaliste et la médium, et que comme tout ça n'avait pas été fait, que le formalisme n'avait pas été respecté, eh bien l'assignation est nulle et le juge ne va pas plus loin. Alors, c'est peut-être pas terminé, je précise, puisqu'il est possible de faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ce que la partie adverse va probablement faire, mais en tout cas l'argumentation est précise, conforme à ce qu'on voit généralement dans ces matières, donc affaire à suivre. Je rappelle à nouveau, pour que ce soit bien clair, que sur le fond de l'affaire, savoir si oui ou non les allégations de la journaliste lors de cette fameuse vidéo sont vraies ou pas, le juge n'a pas du tout abordé cette question. D'accord ? Il s'agit juste de savoir si cette assignation-là, qui avait lancé l'une des 3 procédures engagées, était ou non conforme à la loi, ce qui n'est pas le cas. D'accord ? Donc cette procédure-là, pour l'instant, est annulée, sauf possible, et je dirais probable, appel du clan Trogneux-Osières contre cette ordonnance-là, auquel cas, eh bien, un juge d'appel devra réévoquer cette question précise. La 3e procédure, quant à elle, qui se passe à Lisieux, se plaidera le 10 mai prochain en appel. Affaire à suivre également. Merci Maud Marian pour toutes ces informations et la copie de ce jugement reçu hier soir. Alors en Suisse à présent, revenons à notre banquier préféré, Pascal Najadi.
j'ai déjà parlé de la plainte qu'il a déposée en Suisse contre le président Alain Berset devant les juridictions suisses. Dans une nouvelle vidéo tournée avec Rainer Fulmich, Pascal Najadi ajoute quelque chose à ses explications initiales, tout en rappelant, comme il le fait chaque fois, que la présomption d'innocence s'applique à toute personne visée par une plainte, donc y compris Alain Berset. Et Pascal Najadi rappelle aussi que le système américain peut aussi très bien fonctionner, notamment en cas de crime contre l'humanité, et il lit ensuite le texte d'une nouvelle plainte qu'il a déposée justement aux États-Unis et dans laquelle il s'agit essentiellement de soutenir que les contrats signés avec Pfizer, essentiellement, sont frauduleux et sont une manifestation d'un conflit d'intérêts important. Je vous passe les détails parce que c'est un peu long. Il insiste ensuite sur la violation du code de Nuremberg liée aux injections sans consentement éclairé, avec les conséquences que l'on sait et qu'il énumère, c'est-à-dire essentiellement tous les effets secondaires les plus fréquents. La raison pour laquelle il saisit un juge américain, c'est parce qu'il y a un critère de rattachement au droit américain, à savoir le lieu de fabrication des injections. La plainte est dirigée contre le président de Pfizer, Albert Bourla, dont les déclarations mensongères sur l'efficacité des injections sont considérées comme frauduleuses. Pascal Najadi engage chacun, en outre, à engager ses propres actions ou à participer à des actions en cours, en rappelant que c'est à chacun de se battre de son côté pour que, petit à petit, les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Et pour ma part, je pense que la voie pénale sera sans doute la plus lente, mais pourrait bien être aussi la plus efficace. Donc, affaire à suivre. Alors, il faut savoir d'ailleurs que les procédures aux États-Unis sont beaucoup plus rapides qu'en France, ça vous le savez aussi. Et une fois encore, je vous invite à suivre le canal Telegram de Pascal Najadi. Il ne désarme pas et communique clairement, quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, sur tout ce qu'il fait, parfois en français, le plus souvent en anglais et parfois aussi en allemand. Donc voilà, affaire à suivre et canal Telegram et on va dire banquier suisse à suivre de près. En Suisse toujours, vous connaissez peut-être la chaîne YouTube d'Emma Cruzy, qui a aussi édité par ailleurs plusieurs ouvrages, notamment ceux du journaliste canadien Sylvain Laforêt. Alors très bons ouvrages d'ailleurs, j'ai lu les 2 premiers, je vous les recommande vivement. Donc les 2 premiers s'appellent Guerre et mensonges et La déprogrammation, et je vais vous en parler juste après justement. Et son 3e arrive bientôt. Bref, dans une newsletter qu'elle envoyait mardi, Emma Cruzy et son équipe disaient ceci, je cite. « Au moment où je rédige ces lignes, nous venons tout juste de nous faire perquisitionner par la police judiciaire de Genève. 4 policiers sont venus sur ordre du tribunal de Genève pour saisir tous les exemplaires de Guerre et mensonges ainsi que de La déprogrammation, donc les 2 premiers bouquins de Sylvain Laforest, que nous avions en stock. À ce jour, nous ne savons pas si nous pourrons continuer à vendre ces 2 ouvrages, nous vous tiendrons au courant. » Fin de citation. Alors, j'ai pas plus d'infos à ce sujet pour l'instant, donc j'ignore ce qui leur est précisément reproché. On va dire qu'après, au premier abord, à mon humble avis, et pour le peu que je puisse en juger de l'extérieur, logiquement, soit on reproche à l'auteur et à l'éditeur une contrefaçon, mais dans ce cas-là, il faudrait, pour justifier une saisie des stocks des 2 ouvrages, que ces reproches concernent également les 2 ouvrages. En outre, j'ai des doutes sur le fait que la police judiciaire soit utile pour cela, même si je reconnais que je ne connais absolument pas la procédure de saisie contrefaçon en droit suisse, mais ça me paraît étonnant. Parce que la police judiciaire, c'est du pénal, donc je ne sais pas trop. Enfin, une contrefaçon, c'est du pénal aussi, mais en principe, c'est un huissier qui fait ce genre de saisie. Soit, deuxième possibilité, il s'agit d'un problème tenant à un éventuel abus invoqué de la liberté d'expression, mais à nouveau, il faudrait que ça concerne les 2 livres, ce qui est très curieux, d'autant qu'ils ont déjà été publiés depuis un bon moment. Alors, il y a eu une réédition d'un des 2, je ne sais plus lequel, mais la première publication de chacun de ces livres est quand même un peu ancienne, hein, c'est un peu plus de 2 ans et demi, je crois, pour le premier, et l'autre, je ne sais plus, mais c'est pas tout récent. Donc, voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe, je suis très curieuse de savoir sur quelle base, précisément, cette saisie du stock a eu lieu. J'ai un peu l'impression que c'est abusif, mais de nouveau, là, c'est vraiment, à ce stade, ça n'engage que moi, parce que j'en sais vraiment pas plus, mais ça me rappelle des faits qui sont très très graves au niveau historique. Hein, chercher un petit peu quels sont les régimes qui brûlent des livres, ou qui détruisent des livres. Ici, il ne s'agit pas de les brûler, mais il s'agit de les saisir pour qu'ils ne soient pas vendus. Bah, ça fait peur, en fait. Hein. On sait très bien où ça mène, ce genre de choses. En Suisse encore, tant que j'y reste, une plainte pénale a été déposée par un citoyen nommé Yves-Alain Gigax. Alors, je vous avais déjà parlé de ce monsieur Gigax dans une précédente capsule, puisqu'il avait déjà déposé une plainte pénale contre la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Pour ça, voyez ma capsule numéro 129 du 7 janvier dernier. Cette fois-ci, M. Gigax dépose une plainte contre M. Mauro Poggia, qui est conseiller d'État en charge du DSPS, c'est-à-dire le département de la sécurité de la population et de la santé.
Il me semble que c'est essentiellement notre ministère de la Santé, l'équivalent. Et il indique dans cette plainte avoir proposé à ce service, et à ce médecin précisément, un projet de supplémentation en vitamine D afin d'optimiser la prévention de la population de Genève de façon générale, et déjà en 2015. Mais après avoir à ce moment-là, en 2015, donc été renvoyé de service en service, il lui a finalement été répondu que ce n'était pas une démarche susceptible d'être menée de façon collective et que ce type de prévention relevait de la relation particulière entre un médecin et son patient. Donc premier épisode, premier acte, 2015, on lui dit écoutez, ne vous préoccupez pas de ça, c'est pas notre problème, chaque patient doit voir ça avec son médecin. Très bien. Donc il prend argument de ce premier acte de 2015 pour reprocher ensuite le fait qu'en 2020, malgré cette relation particulière patient-médecin dont on vient de parler, M. Poggia, le ministre, donc, le conseiller d'État, via son service, a interdit toute prescription d'hydroxychloroquine et d'ivermectine aux patients souffrant du Covid-19, et ce par une circulaire d'août 2021. Il en déduit donc, après avoir identifié différents comportements condamnables selon lui, que M. Poggia n'a, je cite, « jamais défendu les intérêts de la population genevoise, mais ceux des industries pharmaceutiques, en menaçant notamment les médecins qui auraient voulu soigner les patients avec des médicaments efficaces, bon marché et déjà testés positivement depuis de nombreuses années. Il les pousse à utiliser d'autres médicaments à prix prohibitif, comme le remdesivir, dont les dangereux effets secondaires sont pourtant bien connus depuis 2009, ou le vaccin entre guillemets, dont les épouvantables effets secondaires sont révélés tous les jours, sans parler de leur efficacité. » Fin de citation. Alors, la suite est savoureuse également, après avoir relevé qu'un tel zèle démontré dans la prise de décision systématiquement mauvaise sur le plan de la santé, il n'est plus possible de considérer qu'il ne s'agit que d'incompétence. Le plaignant se penche ensuite sur la structure même de l'administration, que constitue la Direction générale de la santé, inscrite comme entreprise sans aucun fondement légal selon lui, et dès lors sans aucune légitimité, notamment à défaut d'un référendum qui aurait respecté la légitimité souveraine de la population au moment de ce changement de statut de la Direction générale de la santé. Il a donc envoyé en janvier 2023 un courrier à ce monsieur Poggia demandant de fournir des preuves de ce qu'il représentait bien l'entreprise commerciale qu'est selon lui la Direction générale de la santé, mais n'a reçu aucune réponse. Et ceci était nécessaire pour vous expliquer sur quoi il demande au procureur d'enquêter, c'est-à-dire en substance justement de trouver les éléments démontrant que la Direction générale de la santé est légitime dans ses prises de décision qui s'imposent à tous les médecins et à toute la population. Suivent une série de points très précis sur lesquels des réponses sont ainsi attendues, donc affaire à suivre, et décidément, les Suisses ne se laissent pas faire pour l'instant, bravo à eux. Alors voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci encore Maud Marian pour toutes les informations du début de la capsule. Bonne journée à tous, bonne fin de semaine à tous, tenez bon et ouvrez l'œil et régalez-vous, parce que ça tombe vraiment de tous les côtés. Voilà, j'espère que le son était bon, hein, je vais voir ça à l'autopsie. Et excellente journée, à très bientôt. Si j'ai quelque chose d'urgent et d'intéressant, je reviens vers vous ce week-end, sinon ce sera la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.